Je propose d'étudier ici la rencontre et ses effets croisés entre les événements de 68 et un haut fonctionnaire au placard qui se saisit de la situation de crise pour se faire expert de la réforme universitaire et finit par devenir chargé de mission, puis conseiller technique auprès des deux ministres de l'Éducation nationale qui succèdent à Alain Pelletier fin mai et début juillet 1968. Il s'agit de Jacques de Chalandard, né en 1920 dans une famille d'aristocrates catholiques, d'un père inspecteur des finances, président du comité financier de la SDN et administrateur de société, avec pour grand-père deux généraux. Il évoque plus largement l'entretien son hérédité de famille d'officiers au service du roi et surtout de la République. En 68, donc âgé de 48 ans, il est lui-même inspecteur des finances, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris, diplômé d'études supérieures de sciences politiques et de droit public, marié à une psychologue de société d'origine aristocrate elle aussi. Et il a été résistant et égoïste à ce moment-là. Avec l'appui de ses réseaux, il se rend à Nanterre, à la Sorbonne, à l'Odéon et à diverses commissions où il s'imprègne de l'ambiance contestataire et s'informe des revendications étudiantes et enseignantes de tous bords. Il rédige en 3 semaines, entre le 20 mai et le 11 juin, une série de 5 notes proposant de nouvelles structures universitaires qui allient certaines revendications du mouvement de contestation universitaire et des propositions de réforme plus anciennes qui ont les faveurs de la majorité gaulliste. Ces notes circulent et lui valent d'être sollicitées par les responsables de l'éducation nationale. Il jouera un rôle important dans l'analyse de la situation universitaire et l'élaboration de la politique de sortie de crise du pouvoir politique chapeautée par Edgar Faure. À travers l'analyse de cette trajectoire et de cette séquence historique particulière, il s'agit d'appréhender de façon empirique à la fois le pouvoir d'inflexion des événements sur le cours d'une biographie donnée et inversement celui de certains individus sur le cours de ces événements. L'exemple de Jacques de Chalandard constitue une entrée privilégiée à l'étude de la façon dont le pouvoir politique, incarné par des individus concrets, surpris par les événements et en partie désemparés quant à la suite à leur donner, s'organise pour reprendre la main sur le jeu politique. La spécificité des événements, en tant que situation de crise, quant à l'élaboration des décisions et politiques publiques, sera ainsi éclairée à partir du cas de la réforme universitaire élaborée durant l'été 1968. Cette étude se base sur des matériaux complémentaires, autobiographies publiées par Jacques de Chalandard, des entretiens de première et seconde main, et des archives privées qu'il m'a confiées, et puis des archives publiques de l'éducation nationale. J'ai donc eu en main les notes qu'il a rédigées en 68, qui ont été utiles pour voir quelles sont ses propositions concrètes à ce moment-là, parce que dans les entretiens, j'avais donné l'impression de choses très contestataires, très révolutionnaires. À lire les notes, c'est beaucoup moins le cas. Ce travail relève d'une recherche plus large portant sur les conditions de possibilité de la création du Centre universitaire expérimental de Vincennes, objet de ma thèse de sciences politiques soutenue en 2014. Donc voilà, la présentation que j'ai fait aujourd'hui n'est pas mon objet de recherche de prédilection. Donc pour commencer, je vais résumer très vite le contexte dans lequel s'inscrivent les événements universitaires de 68. Depuis plusieurs années, De Gaulle et le pouvoir politique en place cherchent à instaurer une politique concernant l'enseignement supérieur basée sur l'idée d'un calibrage des filières en fonction des débouchés professionnels attendus. Donc avec l'idée qu'il faut sélectionner à l'entrée de l'université et orienter vers les étudiants dans les filières pour lesquelles il y a de l'emploi. Donc plutôt l'enseignement technique court, avec le développement notamment des IUT qui sont créés en 1965. Et c'est des déclarations du ministre de l'Éducation nationale à la rentrée 1967 qui commence à mettre le feu aux poudres en annonçant publiquement ses intentions et comportant la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université pour la rentrée suivante. Donc dans ce contexte, voilà, les premières mobilisations apparaissent, notamment à Nanterre, mais aussi dans d'autres universités de province, et de ponctuel, la dynamique
s'accélère, le mouvement se propage et en mai, on a un blocage de la plupart des universités avec souvent des occupations qui sont l'occasion de la mise en place de commissions dans lesquelles enseignants et étudiants mobilisés réfléchissent aux réformes alternatives qui pourraient être mises en place. Et il y a un énorme travail de réflexion collective et de production écrite qui en ressort, dont témoignent différents recueils de tracts, notamment La Sorbonne par elle-même ou Journal de la commune étudiante, dont sont chargés des historiens investis dans le mouvement, dans les deux cas. Dans ce contexte de forte mobilisation universitaire, qui n'est qu'une partie du mouvement de 68, puisque ça part de l'université, mais il y a un élargissement de la mobilisation, puisqu'on a 3 semaines de grève générale qui touchent différents secteurs de la société, mais donc je m'intéresse ici plus particulièrement à la dimension universitaire des événements. Donc dans ce contexte, nous avons notre haut fonctionnaire qui est disponible biographiquement à ce moment-là, étant mis au placard, et à mon avis, il se saisit des événements pour chercher à se faire une place dans un cabinet ministériel. Donc il fait venir son vélo de province, parce qu'il n'y a plus d'essence, on ne peut plus circuler en voiture. Et grâce à son vélo, il fait le tour des universités. Il n'y va pas tout seul. À Nanterre, il va avec François Bourricot, qui est professeur de sociologie, accessoirement conseiller technique auprès justement d'Alain Perfit, alors ministre de l'Éducation nationale. Et donc il va avec François Bourricot voir ce qui se passe à Nanterre, où il a aussi un neveu, étudiant en droit, un futur banquier. Et voilà, il commence à s'imprégner des revendications étudiantes et il propose une première note dans laquelle il reprend certains des mots d'ordre étudiants, autonomie et participation. Il reformule, les étudiants demandent la parité, la cogestion, lui il va proposer la participation Gérard de Gaulle. Et il continue de circuler parmi la capitale et ses endroits phares de la contestation. Donc il va par exemple à l'Odéon et puis il nous raconte en entretien, à 88 ans, lors de l'entretien, il est toujours un peu excité en nous racontant son expérience de l'Odéon, où il aurait osé prendre la parole devant tout le monde en se présentant. Non, je suis tout ce que vous détestez, je suis aristocrate, bourgeois, j'ai un bel appartement. Et à travers ces petites anecdotes, on perçoit les émotions vécues à l'époque et dont il a pu garder la mémoire. Et on voit le côté un peu clivé ou ambivalent de ce personnage qui à la fois fait tout ça dans une dimension stratégique. Il ne l'a pas reconnu en entretien, c'est mon analyse. Et en même temps, il y a une forme de sincérité où il dit qu'il porte un intérêt viscéral aux événements. Ça le questionne. Il a de la sympathie pour ce qui se passe, pour toute cette remise en cause. La seule chose qui le gênera, c'est les destructions matérielles. Ça l'a beaucoup choqué. Mais donc il continue son tour de la mobilisation et puis il produit en tout 5 notes où à la fois il s'imprègne des mots d'ordre de la contestation étudiante et enseignante et il essaye de les édulcorer tout en les associant un maximum avec les projets de réforme gaullistes antérieurs. Ces réseaux font que ces notes circulent et arrivent jusqu'à la tête du cabinet de l'Éducation nationale où il est convoqué. Les personnes en place ne sont pas preneuses à ce moment-là de ces propositions.
là, il est convoqué, je pense, au moment de sa 3e note, donc il continue. Et finalement, Alain Perfit est remplacé une première fois par François-Xavier Ortoli, qui lui le recrute comme chargé de mission, mais officieux, chargé d'aller observer justement les mouvements étudiants et de nouer des contacts avec la contestation universitaire. Il serait plus de dire les différentes tendances de la contestation universitaire. Il se lie d'amitié à cette occasion avec Michel Alliot, qui est professeur de droit à Assas et qui est un membre actif d'une commission mise en place à Assas qui réunit énormément de personnes, entre 50 et 70 personnes, mais issues de tous les établissements parisiens, grandes écoles, facultés de tous ordres. On y a notamment Bourdieu. Et cette commission, justement, a pour objectif de coordonner, de synthétiser toutes les diverses propositions qui ont été proposées dans les commissions de la Sorbonne, de Sciences Po. Et donc, Jacques de Chalandard suit ce travail-là. Et finalement, donc, suite à la décision de Gaulle de provoquer des élections législatives anticipées, dont la majorité gaulliste ressort largement renforcée, il y a à nouveau un remaniement ministériel. On voit que, à travers le témoignage, par exemple, de Jacques Faucard, qui était conseiller de Gaulle, on voit que de Gaulle pense encore pouvoir mener à bien ses projets. Il a l'intention de nommer Jean-Marcel Jeanneney au poste de ministre de l'Éducation nationale, et finalement il renonce parce que le personnage a la réputation d'être fermé au dialogue social, et ça aurait été très peu opportun de le nommer lui à ce moment-là. Donc c'est finalement Edgar Faure qui est nommé. Edgar Faure, qui a un énorme capital politique, il a été, je ne sais plus exactement, il a été 2 fois président du Conseil, et il a des réseaux très étendus, puisqu'il est à la fois universitaire, il est docteur en droit, il a été avocat d'affaires. Sa femme est très implantée dans les milieux littéraires parisiens, de gauche et centre-gauche. Donc c'est lui qui est choisi pour être finalement ministre de l'Éducation nationale. Et lui va faire appel à Michel Alliot, qui prend comme directeur de cabinet, et à Gérald Antoine, qui est un autre universitaire impliqué dans les réformes, mais bien avant 68. Et avec des positions qui sont plutôt tout à fait compatibles avec celles des projets gaullistes antérieurs aux événements. Et Jacques de Chalandard a pour le coup une charge officielle. Il est recruté comme conseiller technique, chargé de mettre en place la réforme universitaire. Il a encore du contact avec les étudiants et les enseignants. Et donc ensemble, ils vont être chargés de trouver des solutions de sortie de crise pour que la rentrée universitaire puisse avoir lieu, et que la contestation universitaire se calme et baisse d'intensité. Donc ils vont réfléchir à une nouvelle loi pour l'enseignement supérieur. Ce sera la loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui sera votée à l'unanimité en novembre 68. Dans ma thèse, je montre le gros travail de réécriture collective de la loi. Il y a eu un énorme contrôle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, du président, de son Premier ministre sur cette loi. Donc là, ça oblige à rompre avec la vision un peu héroïque. Voilà, on appelle la loi Faure. C'est un petit peu usurpé. Donc, contrairement à ce qui concerne la loi où ce cabinet ministériel a été très encadré, très contrôlé, il y a quelques territoires de la politique d'enseignement supérieur pour lesquels ils ont été un peu plus libres.
C'est notamment le cas des centres universitaires expérimentaux qui vont proposer comme expérience pilote censée mettre en pratique les premiers les principes de la nouvelle loi d'orientation qui était pluridisciplinarité, participation et autonomie. Sachant que participation, c'est la version édulcorée de la cogestion et de la parité demandée par les étudiants. Autonomie, ça arrange beaucoup le pouvoir politique. C'était demandé par les universitaires, les enseignants, notamment de rang B, qui voulaient pouvoir participer aux décisions des conseils de faculté dont ils étaient exclus jusque-là. Mais ça convient tout à fait au pouvoir politique en place, puisque l'autonomie peut amener la mise en concurrence des universités et donc le fait que certaines puissent décider de mettre en place la sélection. Et la loi d'orientation va pouvoir permettre cela en disant chaque université sera maîtresse de son organisation, on verra plus tard. Voilà, donc la loi est pensée comme ça de façon à permettre les choix locaux et à diluer un peu les responsabilités. Mais donc concernant les centres univers expérimentaux qui sont créés à cette occasion, il y en a 3. Il y a Marseille Lumini qui est spécialisé dans les sciences naturelles. Il y a Dauphine, spécialisée dans les sciences de gestion. Et puis il y a Vincennes, dédié aux lettres, sciences humaines, urbanisme, psychanalyse et art. Et là, l'équipe d'Edgar Faure, Jacques de Chalandard, Michel Alliot vont être plus libres. Et on voit qu'ils vont jusqu'à solliciter leurs proches pour réfléchir à ce qui peut être fait. Donc, il y a la femme d'Edgar Faure, la femme de Jacques de Chalandard, la fille de Faure qui sont investies dans les décisions qu'ils proposent, notamment qui est la psychanalyse, l'urbanisme. Donc, j'ai passé très vite. Je vais du coup revenir à ma conclusion, que je vais vous lire in extenso, comme il me reste 5 minutes. Donc, rupture d'intelligibilité. L'événement opère aussi des ruptures biographiques, plus ou moins importantes selon les individus, et une rupture sociale et politique qui ne peuvent être, elles, évaluées qu'a posteriori. Toutefois, au cours même des événements, il est possible de repérer des évolutions dans le jeu des acteurs, à la fois produits et producteurs de la dynamique des mobilisations. En prenant ici l'exemple de Jacques de Chalandard, j'ai voulu partir d'un exemple concret, incarné, pour observer comment 68 avait pu être vécu au sein de l'élite politico-administrative française. Loin d'être représentatif d'un point de vue statistique, ce cas permet néanmoins d'illustrer la manière dont la crise a ouvert l'univers des possibles et des pensables, y compris pour un haut fonctionnaire gaulliste et aristocrate. Celui-ci s'est servi de la fenêtre d'opportunité ouverte par les événements concernant la mise sur agenda du problème de la réforme universitaire, sans faire expert, capitalisant sur son travail de terrain au cœur des mobilisations universitaires, ainsi que sur son savoir-faire politico-administratif, lui permettant d'en tirer des propositions de structure acceptables par la majorité politique en place, comme par les contestataires. La stratégie de placement de Chalandard, impossible sans les capitaux symboliques accumulés en conjoncture routinière, et son aboutissement montre aussi que la valeur des ressources des individus est variable selon les contextes. Sa connaissance du terrain contestataire prenant de la valeur à mesure que les solutions à la crise les plus autoritaires ou inflexibles semblent inefficaces. L'attention accordée au temps court et aux interactions au sein du cercle restreint des individus étudiés ici a permis, je l'espère, d'étudier en quoi la mobilisation universitaire de 68, sans précédent, bouleverse les circuits habituels et les logiques antérieures de décision et d'élaboration des politiques publiques en matière d'enseignement supérieur, confirmant les résultats de la sociologie des crises politiques et de la prise en compte historiographique de l'événement. On a pu ainsi observer comment le pouvoir politique, en conjoncture de crise, joue des coups, tente des options par tâtonnement, jusqu'à mieux connaître les limites possibles de son action. L'événement semble ainsi constituer un moment de parenthèse dans la décision politique, de par la temporalité extraordinaire qu'il impulse. Il appelle en effet des prises de décision en urgence,
ce qui raccourcit le processus et la chaîne de décision. Précisons que si le rôle des acteurs individuels dans la politique de sortie de crise du pouvoir politique, et donc sur la dynamique des événements, a pu être ici mis en avant, il est aussi à considérer dans le cadre de structures sociales, de rapports de force et de ressources inégalement réparties. Enfin, cette plongée au cœur de l'élaboration de la réforme universitaire durant l'été 68 et les témoignages mobilisés illustrent aussi la façon dont les événements ont tendance à polariser, y compris au sein d'une même famille politique, qui contribue donc à reconfigurer l'espace politique.